C'est de l'Afrique du Sud qu'on parlait tantôt avant la pause avec ses réflexions pour la légalisation de la polyandrie. Est-ce que, Kofi Kanitom, si on remet le débat par exemple sur l'opportunité même de cette légalisation aujourd'hui de ce type de mariage, est-ce que c'est l'urgence en Afrique du Sud aujourd'hui? Justement, c'est pourquoi j'avais nuancé le problème en disant est-ce que ça règle un problème dans ce pays? Et si ça ne règle pas le problème, pourquoi l'amener alors qu'il y a plusieurs problèmes qui minent ce pays? Et entre-temps, je voudrais quand même intervenir en disant que j'ai fait rapidement une petite recherche pour voir, parce que j'ai toujours entendu qu'il y a des pays qui autorisent la polyandrie. Ouais. J'ai regardé ici, il y a le Paraguay, le Venezuela, la Chine, le Népal et la RDC Congo qui sont cités ici. Comme c'est des pays qui autorisent cette pratique. Ils sont minoritaires. Donc, ils sont minoritaires. Et puis, je voudrais peut-être attirer notre attention sur le fait que cette considération n'est qu'une considération culturelle. La valeur que nous donnons à la femme chez nous n'autorise pas cette femme d'aller faire de ces choses, d'aller s'allier à deux hommes. C'est une question de valeur, c'est une question de culture, et la femme étant élevée dans cette culture ne saura jamais aller faire se vautrer dans ce truc-là sans être l'objet de raillerie de ses consoeurs ou de la société. Ça fait que ça aura du mal à pouvoir se mettre en place. Mais vous savez, comme il y a de ces effets qui deviennent contagieux à un moment donné, à mesure que des gens vont commencer par pratiquer cela, des gens vont commencer, des filles vont s'illustrer dans ces trucs-là, et ça peut malheureusement faire le truc. Sinon, vous voyez, on a toujours reconnu la femme du fait que elle illustre une société, une population donnée, une société, et c'est bien aussi fréquent de s'entendre que ma mère reconnaît que c'est cet homme qui est mon père. Et dans le cas de polyandrie aujourd'hui, on se posait la question de savoir qui est le géniteur, le vrai géniteur de l'enfant. Est-ce que vous voyez? D'ailleurs, même à l'époque, c'était difficile à une femme de pouvoir quitter son foyer conjugal, de pouvoir divorcer, alors qu'ailleurs le divorce se fait à chaque seconde. Mais en Afrique, dans la plupart des pays africains, quelles que soient les difficultés que vous éprouvez dans le foyer, vous êtes obligé d'y rester en raison de votre honneur, que vous sauvegardez, jusqu'à prétendre que vous quittez ce foyer pour aller prendre. Vous êtes l'objet de raillerie même dans les lieux de funérailles. C'est vous qui êtes la vedette chantée dans les chansons. Donc ça faisait que les femmes restaient au foyer. Aujourd'hui, dire que on reconnaît à une fille, c'est facile, si tu dis qu'un garçon sort avec 2 filles, 3 filles. D'ailleurs, des fois, c'est des prouesses parce qu'il y a des chefs ici qui en ont jusqu'à 25 femmes. Et c'est cela, d'ailleurs, qu'on exhibe pour dire que c'est sa virilité qui est en jeu, c'est sa puissance, c'est sa grandeur. J'ai même vu sur un truc, sur les réseaux, monsieur... en fait, un charlatan ou béninois qui nous a sorti des enfants et des femmes, et il s'exhibait pour montrer sa grandeur à travers le fait de posséder plusieurs femmes et plusieurs enfants et des enfants. De colonel civil. Et des enfants. Voilà. Koufa, au niveau du Bénin. Et des enfants qui s'entendent très bien, sans oublier qu'aujourd'hui, il a 28 femmes, 55 enfants. 55 enfants. Sans oublier qu'aujourd'hui, un enfant est une dépense énorme, parce que vous voyez, pour pouvoir devenir ce que nous attendons d'une personne, il faut beaucoup d'investissement. Quand vous avez 50, 55 enfants, quelle que soit la nourriture que vous leur donnez, comment vous saurez jusqu'à aller faire des trucs comme ça? Donc, l'homme se mesurait en grandeur par rapport au nombre de femmes qu'il a, et la femme se mesurait en fidélité par rapport au fait de rester auprès d'un homme. Si aujourd'hui cette mesure venait à pouvoir obliger la femme à aller prendre plusieurs hommes, il y a question de fidélité qui commence par s'effriter, il y a question d'honneur, question de valeur, c'est beaucoup de choses qui sont en train de s'effriter au moment même où nous, pays africains, avons d'autres problèmes plus intéressants à régler que de ces petites histoires d'égalité et puis de régime non sexiste. Est-ce que, à travers, par exemple, ce genre de test, l'Afrique du Sud ne montre pas finalement qu'elle fait partie de ces pays du continent qui s'illustrent, je ne veux pas dire négativement, mais parfois de manière contraire à ce qui est de norme,
Vous savez, quand on parle de l'homosexualité, l'Afrique du Sud était l'un des premiers pays de l'Afrique à légaliser ce mariage. Oui, quand on se réfère aujourd'hui à la valeur qu'on donne à la morale, à l'éthique, en tout cas dans nos sociétés africaines, toutes ces pratiques, toutes ces lois sont contraires à l'idéal social. Un pays qui autorise l'homosexualité, ça va, on dira que c'est des êtres humains aussi, ils ont leurs droits, oui, mais aller jusqu'à l'officialiser ou l'autoriser comme pratique dans la société sud-africaine, ça ne sonne pas bien. La polyandrie, encore moins, parce que tout à l'heure, Kofi développait une thèse qui était assez intéressante. C'est en cas de grossesse de cette femme, la question qu'on doit se poser est de savoir qui est l'auteur de cette grossesse, puisque la femme est appelée à être partagée entre ces hommes qu'elle a pris pour époux ou pour mari. Et donc, si pendant sa fécondation, elle était chez l'un et pendant la même période de fécondation, elle s'est retrouvée chez l'autre et que les deux arrivaient à partager une sorte d'intimité entre eux, et avec la même femme, et qui sera l'auteur de cette grossesse? C'est en cela que je parlais tout à l'heure de crises et de problèmes qui naîtront de ces pratiques-là dans le foyer. On a l'impression que l'Afrique du Sud a envie de rentrer dans la démarche moderne qui est proposée aujourd'hui par des civilisations européennes, où en France, aujourd'hui, l'homosexualité n'est plus un tabou. Aux États-Unis, ce n'est plus un tabou. Les gens en parlent, ils en pratiquent régulièrement dans les rues, un peu partout. Des mariages même sont célébrés. Et donc, cette assertion passe facilement au sein de ces sociétés-là. Par contre, ici, chez nous, en Afrique, nous avons des valeurs qui composent notre identité en tant qu'Africains, en tant aussi que civilisation qui est basée sur le respect de la morale et des valeurs qui suivent. La crainte de Dieu, par exemple, est une qualité dont disposent des Africains, et Dieu qui a créé les hommes n'a pas créé des hommes pour leur permettre d'être homosexuels. Vous avez vu ce qui s'est passé dans les feux que Dieu avait envoyés sur les villes de Gomorrhe et de Sodome. Dans la Bible, ça a été largement décrit. Et donc, l'Afrique du Sud, aujourd'hui, doit nécessairement apporter des explications, des informations assez avancées pour véritablement convaincre. Parce qu'on peut accepter encore la polygamie, même si ce n'est pas autorisé dans les valeurs qui composent nos identités. Mais la polyandrie, aller jusqu'à partager une femme entre plus d'un homme, pour moi, c'est quand même assez violent, assez fort. C'est aussi, quelque part, quand il parle d'égalité de sexe, je dis non, c'est aussi rendre... cette loi rendra beaucoup plus la femme tel un objet sexuel ou alors un objet sans aucune valeur nécessaire. C'est pour ça qu'on dit peut-être les femmes seront les premières à s'y opposer. Oui, naturellement, je pense que dans les valeurs, les mœurs, vous voyez, David était en train de dire quelque chose qui me faisait penser à ce que les gouvernants de là-bas veulent gagner en mettant de ces... en promulguant de ces lois, parce que je ne vois pas l'esthétique de cette légalisation de mariage de plusieurs hommes par une femme, parce que d'ailleurs ça ne s'entend pas très bien. Je ne sais pas si c'est parce que nous sommes nés au Togo où ça constitue absolument un tabou, parce que quand nous rentrons dans nos traditions, à l'époque la femme même n'était pas obligée à faire découvrir sa cuisse pour que notre homme voit sans être pénalisé par une divinité. Donc ça fait que nous avons été éduqués dans une certaine mœurs, dans valeur, qui fait que la femme se conserve, se protège, et même l'islam qui autorise aujourd'hui aux hommes à prendre 4 femmes, oblige la femme à se voiler le visage pour ne pas plaire à un autre homme. Donc il y a plusieurs circonstances ici qui ne permettent pas d'aller vers cet élément. L'Afrique a tellement de compétition, de développement à faire. Comment faire que nous puissions être suffisamment industrialisés, comment faire que nous puissions également être des inventeurs, et qu'on doit aller dans quelque chose qui nous ouvre ses portes, que d'aller voir des règles de moindre importance pour ne faire que le plaisir de certains qui sont en train de prôner un certain nombre de choses. Donc, nous l'avons ressorti et reconnu ici qu'entre-temps, l'homosexualité était agréée
Mais il faudrait quand même que nous nuancions un tout petit peu. Tout le continent africain est piégé dans cette histoire d'homosexualité. Je l'avais rappelé ici. Parce que lorsque nos pays étaient en train de signer la Déclaration universelle des droits de l'homme, il y avait de ces chapitres sur lesquels ils pouvaient porter réserve, celles qui portaient sur l'orientation sexuelle. Malheureusement, nous avons adopté ces textes-là dans leur intégralité sans avoir relevé ces éléments. Même si officiellement nous n'acceptons pas l'homosexualité, c'est que nous ne pouvons pas nous opposer à cette homosexualité à partir du moment où nous avons adopté le texte dans son intégralité, ce qui signifierait que nous autorisons l'orientation sexuelle. Et si nos lois ne l'ont même pas encore prescrit dans nos textes, aujourd'hui, on ne peut poursuivre personne par rapport à ça, puisque la personne peut saisir des instances plus élevées que nos juridictions ici, et on leur conférait le droit. Donc, vous voyez, il y a de ces manquements qui s'étaient malheureusement glissés dans nos attitudes à l'époque, qui nous sont préjudiciables aujourd'hui. Mais nous faisons l'effort en raison de notre valeur, de notre mœurs, de notre culture, pour pouvoir freiner certaines choses, pour que ça ne puisse pas se passer. Un deuxième sujet, nous parlons maintenant du Mali, où le mouvement de contestation qui a mené la vie dure à l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta et donc qui a contribué à son renversement du pouvoir, appelle à une nouvelle mobilisation pour le 4 juin prochain. Cependant, la principale formation politique, l'une des composantes du mouvement du 5 juin, s'est dissociée de cet appel, jetant le doute sur l'ampleur de la manifestation. Le M5 lance cet appel alors que le Mali est sans gouvernement. Les crispations politiques vont de pair avec la mobilisation sociale à l'appel de la principale organisation syndicale qui a lancé lundi une grève de 4 jours et a brandi la menace d'un mouvement illimité. On le voit, David Djagbavi, le Mali est sous une transition qui doit déboucher sur l'organisation de nouvelles élections prévues pour février 2022. Pendant ce temps, sur le plan politique, le mécontentement couve et un nouvel appel à manifestation est prévu en tout cas est lancé pour le 4 juin prochain. Oui, c'est une façon pour les leaders de cette coalition de se faire entendre et d'exiger du gouvernement l'application de certaines exigences qui étaient contenues dans leur cahier de charge. Vous vous rappelez, ils avaient appelé même à la démission du gouvernement, je crois qu'ils l'ont eu. Ils ont appelé à l'organisation des élections. Il y avait une pluralité d'exigences qu'ils avaient formulées lors de la dernière rencontre entre les responsables du mouvement et le Premier ministre malien. C'est dire que pour les responsables de ce mouvement de contestation, les résultats tardent à être concrétisés dans ce combat qu'ils avaient lancé dès le début et qui avait permis le départ de Ibeka du pouvoir. Et donc aujourd'hui, le Mali traverse une période de transition qui semble avancer à pas de tortue, ce qui n'est pas accepté par les responsables de la contestation. Et donc aujourd'hui, ils ont proposé de lancer une mobilisation pour rentrer dans les rues et peut-être se faire entendre par le gouvernement. Mais la question qui se pose est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui il y a une priorité, est-ce qu'il y a une urgence à faire sortir encore les Maliens dans les rues pour se retrouver encore dans les mêmes conditions, lorsqu'en face, le Mali se retrouve dans une situation qui ne lui est pas totalement favorable pour véritablement avancer. Il faut lire aussi la volonté du gouvernement d'aller vers la concrétisation des exigences qui étaient formulées ou qui étaient contenues dans le cahier de charge de la transition. Aujourd'hui, les Maliens ou les responsables de ce mouvement estiment peut-être que l'actuel gouvernement n'est pas fiable ou ne répond pas aux exigences qu'ils avaient formulées. Ils ont appelé à manifester. On verra le 4 juin ce qu'il en sera. Déjà, cette désolidarisation de cette formation politique qui est l'une des colonnes vertébrales de ce mouvement en dit long. Et donc, il faut peut-être s'attendre à une réussite ou alors à un échec. Si c'est une réussite, ça relancera le débat. Si c'est un échec, ça donnera sujet à réflexion aux responsables de ce mouvement de contestation. Ce qu'on va scruter pour le 4 juin prochain, c'est la capacité de mobilisation de ce qu'il reste du mouvement du 5 juin. Oui, mais ça va être un peu très amer pour ce mouvement de 5 juin, parce que je me dis, quelque part, ils avaient raison de pouvoir appeler à ce mouvement. Pourquoi ?
parce que en se soulevant la première fois en 2000 pour faire partie IBK, c'est qu'ils avaient constaté, 2018, c'est qu'ils avaient constaté que quelque part il y avait des choses qui ne faisaient pas avancer le pays, et ils avaient une logique dans laquelle le pays devait être gouverné pour qu'ils puissent se dire que le pays va désormais combler les attentes de tout un chacun. Et en applaudissant la junte militaire qui était venue les aider à faire partir IBK, ils se disaient que c'est des gens qui se rangeaient de leur côté et qui allaient les consulter après que IBK soit parti pour pouvoir leur demander ce qu'il fallait mettre en place. C'est comme vous appelez quelqu'un pour venir vous aider à nettoyer votre maison. Il finit de nettoyer, il vous chasse et puis lui-même s'installe. Ça fait un peu mal. Donc depuis que ce régime de transition s'est installé, vous avez vu qu'il n'y a pas eu de collaboration avec les responsables du mouvement M5 pour pouvoir voir comment le pays devait être géré. C'est plutôt une junte militaire qui s'est arrogé tous les postes clés du pays et qui sont restés. Maintenant, avec le soulèvement du syndicat et les menaces, ce qui a été très bien, c'est que le Premier ministre a dissous son gouvernement et s'est fait rapidement rappeler par le président pour reconstituer un autre gouvernement. Et dans la recomposition de ce gouvernement, quand nous faisons bien la lecture, c'est que le Premier ministre appelle maintenant les responsables de MO5, de M5, pas MO5, de M5, pour pouvoir faire partie du gouvernement. Moi, je pensais que c'était déjà un pan de réussite parce que à l'époque, on avait composé le gouvernement sans eux. Maintenant, on veut composer le gouvernement. On les appelle à manifester leur approbation pour faire partie de ce gouvernement. Je pense que déjà, c'est quelque chose de gagné. Ils devraient s'arranger à y aller. Malheureusement, il y a cet appel crée maintenant une dissociation, une distanciation entre eux et le principal mouvement URD est parti, s'est dissocié et prétend, lui, vouloir rentrer dans le gouvernement alors que l'autre, vous voyez, c'est les mêmes. Je ne sais pas si les Africains n'arrivent pas à se concerter. Beaucoup de pays, depuis la démocratie, se sont livrés à des jeux pareils. Et nous avons passé plus de trentaines d'années à tergiverser sur place parce que et les autres voient et reprennent là où les autres ont échoué. C'est ça ce qui est dangereux. Je ne sais pas, quand vous ne pouvez pas aller de front avec quelqu'un, on dit, j'avais appris quelque part quand je faisais l'art martial, que le plus grand secret de triompher d'un maître redoutable, c'est d'aller à son école. C'est-à-dire que faire investir des gens dans ce gouvernement qui vont et qui font appel à d'autres. Et quand votre nombre sera plus grand, vous pouvez rapidement inverser la tendance. Aujourd'hui, les militaires étaient là, ils vous appellent à venir. Mais allez d'abord, et puis voyez comment vous pouvez collaborer et ensemble, puisque des fois, le fait même de vous distancer, relève du fait qu'on a peur de vous. Mais quand vous allez, l'exemple de l'Afrique du Sud est là. Quand vous allez, il y a plusieurs exemples aussi en Afrique, ici, au Sénégal, avec les WAD et choses. Donc, si vous allez, vous coopérez avec les personnes, vous pouvez. Maintenant, ils veulent opposer une force. Malheureusement, quand on leur a posé la question de savoir pourquoi ils veulent un mouvement le 4 juin, ils ont dit que c'était pour fêter leur mouvement passé et il y a un an, et puis prier pour les morts parce qu'ils ont commencé par sentir qu'ils sont en minorité. Et quand la junte militaire va constater qu'ils ont en face des gens qui sont fébriles et qui n'ont pas cette force, ils vont galvaniser leur chose là et ils vont s'asseoir maintenant parce que il n'y a plus d'ennemis devant et ce serait dommage. Justement, quand l'un des principaux partis politiques du Mali, l'URD notamment, qui était un parti membre du M5, se désolidarise. Je cite d'ailleurs les propos de Sey Diallo, qui est l'un des responsables de l'URD, dit « Nous avons été sollicités pour participer à un gouvernement. Nous ne nous associerons à aucune manœuvre allant contre l'apaisement social. Nous n'allons participer à aucune manifestation. » Est-ce que déjà, on ne va pas lire derrière que le M5, pour le 4 juin, ne réussira pas à faire les mêmes choses qu'ils avaient fait il y a un an? Oui, c'est un message très fort de la part de l'URD. C'est un message qui est rempli
d'informations assez vitales pour l'avenir du mouvement du 5 juin. Le mouvement, moi j'estime que ce mouvement a déjà fait ce qu'il fallait faire dans le passé. À la mise en place de ce mouvement, c'était pour aller contre le pouvoir de IBK. Et donc, ils ont réussi à faire partir IBK. Et ils ont été applaudis, ils ont été soutenus. Il y a une jeune qui est montée au pouvoir, qui a accepté d'appliquer les exigences de ce mouvement-là jusqu'alors. Je crois que le combat du M5 devrait logiquement aller dans un autre sens, qui permettrait plutôt de réunir toutes les capacités sociales et politiques maliennes pour justement appuyer, soutenir cette transition-là, qui, à la fin des 18 mois, rendra le pouvoir à un civil qui va être élu lors des élections présidentielles dans ce pays. Et donc, si aujourd'hui l'URD a compris la nécessité de se dissocier de cet appel-là, ça veut dire que l'URD a compris aussi la nécessité de participer aux côtés de la transition à permettre au Mali de sortir de cette crise politique dans laquelle il s'est retrouvé depuis très longtemps. Et également, c'est un message assez clair pour les responsables du mouvement du 5 juin, en les appelant à faire attention. Si cet appel à mobilisation ne marche pas, le 4 juin prochain, ça veut dire qu'il y a un problème. Et donc, est-ce qu'il faut aller tête baissée dans le mur ou alors réfléchir sur une option qui permettra à ses opposants de s'associer à l'actuel gouvernement ou au nouveau gouvernement qui va être mis en place pour justement gérer les affaires du Mali, qui permettront d'aller véritablement à des élections apaisées. Et donc, est-ce qu'il faut rester, pour combien de temps il faut rester pendant très longtemps dans l'opposition quand on refuse également de faire des propositions à cette transition-là pour pouvoir avancer? Et toutes les propositions qui sont faites, certaines ont été prises en considération. Ils avaient demandé la dissolution du gouvernement. La dissolution du gouvernement a été exécutée. Et donc, à la suite de cette dissolution, le pouvoir ou la transition vous fait appel pour rentrer dans le nouveau gouvernement qui va être mis en place. Vous refusez de rentrer dans ce gouvernement et vous vous instituez en opposant. C'est votre droit. Mais faites très attention parce que le peuple malien n'attend pas à ce que cette transition échoue. Oui. Et si elle échoue, il en sera de la responsabilité et du gouvernement actuel et des responsables de l'opposition. Quand on a vu la fougue et la témérité avec laquelle ces Maliens étaient sortis dans les rues pour faire partir IBK, il ne faut pas s'attendre à ce que la transition échoue parce qu'il y a une coalition qui veut s'opposer, tout le temps s'opposer, contester ce qui est proposé. Vous pouvez être dehors et contester en faisant des propositions constructives qui permettront à toutes les parties d'avancer ensemble vers la réussite de la transition. Mais quand vous êtes là à s'opposer, parce qu'il faut s'opposer tout le temps, à un moment, ça fatigue. Et quand ça va se fatiguer, c'est le même peuple qui s'était mobilisé derrière vous, qui viendra vous dire leur ras-le-bol et peut-être vous chasser de la place que vous occupez. Est-ce que le refus même des responsables du M5 d'aller au gouvernement ne se comprend pas dans la mesure où on sait qu'aucun membre de la transition, qu'il soit du gouvernement, qu'il soit en tout cas aucun des responsables qui gèrent la transition ne sera candidat? Bon, ce qui est sûr, c'est que réellement, je le disais et puis j'insiste là-dessus, ça va être une erreur monumentale que ce mouvement-là ait lieu le 4 juin et que ça ne réussisse pas parce que de toutes les façons, ça ne viendra pas balayer d'un seul coup de main la junte militaire au pouvoir. Là, c'est difficile parce que c'est toute une force qui s'est installée là-bas et c'est avec cette force que demain, si vous venez au pouvoir, vous devez collaborer avec et vous ne pouvez pas collaborer avec sans toutefois cohabiter avec eux pour leur dire ce qu'il en est. Et disons que eux, sur le plan de force, ils ont toute la capacité. Vous, sur le plan politique, vous avez toutes les capacités. Bon, si entre-temps, il y avait eu ce clivage, cette erreur que la junte a commencé par occuper tous les postes sans partage avec les autres, aujourd'hui, qu'on vous appelle, je pense que c'est déjà quelque chose de très bien qui permette à ce que vous ayez développé des expertises et amener la junte militaire à comprendre que le Mali, dans sa situation actuelle, économique, politique, sociale actuelle, a besoin d'une collaboration de tous les fils pour pouvoir gérer le pouvoir. Bon, maintenant, on a contraint cette junte à ne pas
être candidats. C'est-à-dire qu'au bout de 18 mois, ils n'auront qu'à retourner dans leur caserne. Mais peut-être également, eux aussi veulent faire de sorte que, en retournant dans leur caserne, ceux qui avaient fait leur sortie n'adviennent plus. Donc, il fallait contrôler pour que l'ensemble des partis politiques puissent se comprendre et aller dans une optique où tout le Mali, tous les Maliens et Maliennes seront dans une paix. Si jamais on leur donnait le truc. Ça pouvait être aussi un texte de responsabilité que la jeune militaire faisait. Aujourd'hui, on les appelle. Je ne pense pas qu'il y ait que la réticence. Et d'ailleurs, il faut voir le contexte qu'ils ont choses à emprunter. C'est les syndicats qui se sont soulevés. Et quand on parle de syndicats, c'est pour demander plus de choses là, de loyauté dans les conditions de vie et de travail. Et rapidement, la politique s'en mêle. C'est deux choses différentes. Donc, nous allons vivement prier le M5 de tout faire pour pouvoir plutôt réfléchir et aller dans le sens de la collaboration, de la participation, pour que le pays malien puisse trouver sa stabilité. Voilà qui nous mène à la grande pause. Nous revenons dans une dizaine de minutes pour continuer.